Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous et de nous retrouver cette rentrée tout en musique et en balade agréable, en tout cas après votre retour de vacances, je l'espère. Nous allons beaucoup parler de musique aujourd'hui, de musique classique, symphonique, andalouse, toutes sortes de musique qui nous passionnent et qui passionnent notre invité, le chef d'orchestre Amine Kuider. Bonjour. Bonjour, cher Maya. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher Amine Kuider. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Paris aujourd'hui, même si vous êtes entre les deux pays, vous naviguez entre les deux pays, vous êtes aujourd'hui avec nous à partir de Paris. Je vous remercie encore une fois. Ça a été un peu Avec- difficile hein, de caler nos emplois du temps, surtout avec le vôtre, puisque vous voyagez beaucoup et vous donnez beaucoup de concerts. Vous êtes chef d'orchestre, comme peut-être beaucoup le savent. Vous êtes ambassadeur honoraire de bonne volonté et artiste de l'UNESCO pour la paix. C'est formidable. Je vous félicite, d'autant que ce titre a été renouvelé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Bonjour, chers auditeurs, téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Amine Kuder. Alors, juste par rapport à cette distinction, vous êtes donc ambassadeur honoraire de bonne volonté et artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc, vous avez, je le sais, animé plusieurs concerts, dirigé plusieurs concerts dans ce sens. Mais ça veut dire quoi au juste? En quoi consiste votre rôle dans ce titre-là? Donc déjà, ce titre n'est pas juste honorifique, donc il fait, comment dirais-je, il fait écho à toutes les activités que nous faisons dans le cadre des programmes de l'UNESCO, puisque nous défendons certains programmes, nous aidons des programmes qui soient donc éducationnels pour tout ce qui est culture, bien entendu. Et nous faisons des concerts caritatifs pour trouver des fonds pour des programmes tels que Cultivons la paix, donc l'alphabétisation dans certains pays africains, donc la reconstruction de certains conservatoires dans les pays arabes. Et donc, premièrement, il y a une dimension de connaissance donc, de la situation donc, de ces endroits, de ces pays, de ce besoin. Donc, à travers donc, des discussions, des rencontres, aussi, comment dirais-je, des concerts que nous faisons et bien entendu de trouver de l'argent pour soutenir toutes ces causes. Et aussi, il y a aussi un volet où on fait connaître donc, les idéaux de l'UNESCO. C'est vraiment le partage, la connaissance des uns et des autres. Et moi, je suis spécialisé dans le dialogue des cultures entre Orient et Oui, Occident. oui, Donc, plus spécifiquement, donc il y a aussi tout ce qui est transfert de compétences par rapport à certaines zones dans certains pays et au-delà, donc faire connaissance musicalement, faire le dialogue des cultures, le dialogue des musiques, le dialogue des mélodies, le dialogue des instruments, donc qui rapproche les civilisations pour justement qu'il y ait une meilleure compréhension des uns et des autres, pour justement essayer de se rapprocher vers le but de la paix et enlever toutes ces peurs qui créent beaucoup de conflits et beaucoup de choses négatives. Voilà. oui. J'ai personnellement l'occasion et le plaisir d'assister à bon nombre de vos concerts en Algérie et à l'étranger, en France notamment. Je crois que le dernier auquel j'ai assisté, c'était au théâtre du Châtelet, où vous aviez avec vous des musiciens saoudiens. Où il y avait une magnifique fusion, il y avait une belle fusion sur Carmen, il me semble, de Bizet. Si je me souviens bien, c'était il y a un petit moment et de voir ces choristes saoudiens, saoudiennes, ces musiciens avec leur tenue et dirigés par vous-même, cette symphonie, c'est le cas de le dire, entre Orient-Occident, Derbouka et percussion arabe, c'est fabuleux. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a que vous pour faire ça. Vous nous l'avez proposé déjà maintes fois à Alger, et vous, en Algérie, je veux dire, et puis vous le proposez aussi un petit peu partout où vous allez. Est-ce que c'est un genre de musique qui est demandé, enfin, un genre de travail, on va dire, qui est demandé partout dans le monde aujourd'hui, ou alors il faut un peu forcer les portes pour Non, c'est musicalement vraiment joindre, lier les deux cultures? non, c'est vraiment un travail qui est demandé parce qu'aujourd'hui, il y a Ah, déjà cette curiosité artistique de connaître les autres musiques. Mais souvent, le trait d'union donc qui nous lie, c'est certains instruments et certaines musiques. Mais c'est pas toujours évident de présenter
à un public occidental la musique orientale ou la musique arabe avec uniquement des instruments arabes. Donc, Mhm. il y a une grande différence entre les deux musiques. Donc, il faut un trait d'union. Le trait d'union, c'est justement de créer un orchestre qui soit en même temps occidental et en même temps arabe, avec des instruments. Donc, vous avez le violon, le violoncelle qui côtoie le qanun et le oud, les percussions occidentales comme les timbales, avec bien entendu darbouka et les autres percussions arabes, que ce soit khalidji, que ce soit maghrébine, etc. Et donc déjà au-delà, donc il y a ce trait d'union entre les civilisations à travers donc, un orchestre constitué. Et puis aussi, donc il y a le répertoire de musique arabe qui est donné sous sa forme symphonique pour lui donner cette dimension universelle. Et en fin de compte, c'est pour se réapproprier l'universalité de la musique arabe et qui a eu son apogée donc dans la civilisation arabo-musulmane, donc arabo-andalouse, donc en Andalousie, Mhm. mais qui vient bien entendu de l'Arabie. Donc c'est tout un parcours, mais à travers plusieurs siècles, même avant Zériab et pendant Zériab et bien entendu après Zériab, à la naissance de la musique occidentale, dite musique classique, qui n'existe que depuis, on va dire, le 14e, 15e siècle. Mais avant, il y avait toujours des musiques et il y avait donc cette fusion musicale qui se faisait. Donc c'est une manière de se réapproprier comme moi, artiste arabe, l'universalité de la musique arabe en général. Et dans la musique arabe, il y a plusieurs musiques, bien entendu, musique algérienne, musique maghrébine, musique orientale, musique khalidji, etc. Donc des pays du Golfe. Et bien entendu, pour le public non initié à la musique occidentale, connaître les merveilles de la musique occidentale, de Beethoven, de Mozart, de Carmen, de Bizet, etc., etc. Mais l'idée aussi, c'est de représenter ça aussi avec quelques sonorités. Donc, on peut travailler sur les maqamats, sur donc les modes musicaux qu'on essaie d'un tout petit peu incliner donc vers une orientalité plus facile à écouter et tout en Mhm. défendant donc les mélodies originales donc de ces compositeurs, de ces génies de la musique que sont donc tous les compositeurs que vous connaissez, Beethoven, Mozart, Chopin, Brahms, etc., etc. Donc ce Oui. travail-là, au-delà qu'il soit intéressant et didactique, mais aussi très essentiel par rapport à l'évolution de l'écoute de la musique, de la découverte des autres civilisations à travers la musique, et si de réappropriation, et ça je dis bien le mot réappropriation, donc l'universalité de la musique arabe. Voilà, donc ça c'est dans la globalité. Très bien. J'aimerais que vous nous parliez tout à l'heure dans le détail de comment vous intervenez justement pour créer cette fusion, ce que vous allez chercher et décliner dans une musique ou dans une autre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si on devait vous donner une fonction ou deux? Donc, vous êtes chef d'orchestre, vous dirigez l'Orchestre international de Paris, n'est-ce pas? Vous avez créé une école en Algérie, à Alger, une école de musique, à Sema, n'est-ce pas? Oui, oui, tout Donc, vous à êtes fait. dans l'éducation également, dans la transmission. Est-ce que vous êtes aussi quelque part qu'on ne sait pas? Vous dirigez Alors aussi, mais écoutez, de manière, je veux dire, permanente, hein, non pas en tant qu'invité ou occasionnel. oui, bien sûr. Avant de répondre directement à cette question, il faut juste savoir, vous m'avez dit quelles sont les modalités donc, de la réalisation de cette fusion ou de ce dialogue. Moi, je parlerai plus de dialogue parce que c'est un dialogue qui englobe beaucoup de points, donc pas uniquement musical, mais aussi artistique, culturel, aussi par moments même diplomatique. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens. Mais la première des choses qui est très importante pour l'artiste, qui se doit de faire ça, c'est la connaissance. J'avais travaillé avec un très grand chef d'orchestre espagnol qui s'appelle Arturo Tamayo, il y a de cela presque une trentaine d'années. Et je lui ai dit, Maître, quel est le conseil que vous pouvez donner à un chef d'orchestre? Il m'a dit, c'est la connaissance. On ne peut pas aimer la musique sans connaissance. Alors, il parlait Mhm, de la connaissance, bien entendu, de sa propre musique et la musique universelle. Donc, sans connaissance, on ne peut pas juste parce que j'aime la musique, parce que je pense que j'aime cette musique. Non, elle m'est agréable, mais pour mieux l'aimer, pour l'aimer tout simplement, il faut la connaître. La connaître, ça veut dire comme musicien, il faut la connaître en étudiant cette musique, en essayant de savoir comment elle fonctionne, pourquoi elle est là, quels sont les objectifs musicaux, quels sont les objectifs d'ordre matériel, c'est-à-dire d'ordre instrumental, puisqu'il y a ce qu'on appelle donc la science des instruments qui est l'organologie. L'évolution de l'organologie, c'est l'évolution de l'écoute musicale, donc l'évolution de la composition musicale, tout ça à travers des siècles. Donc ça demande énormément de temps, il faut être passionné premièrement, et deuxièmement, il faut vraiment prendre les choses très, très, très au sérieux.
Et comme disait Beethoven, la première des choses qu'on connaît dans un pays quand on va dans un pays, c'est le théâtre. Et on ne peut connaître la culture des autres si on ne connaît pas sa propre culture. Donc, si on parle de dialogue, donc ça veut dire il faut avoir l'efférence, le référentiel donc de sa propre culture d'abord pour savoir d'où on vient, pourquoi cette musique, comment elle est faite. C'est pour ça que moi j'ai étudié beaucoup la musique arabo-andalouse avec Hamid Sarri Allah yarhamou, où j'ai vraiment pratiqué. Donc cette musique, je connais très bien aussi la musique chabi, où j'ai travaillé avec Abdelkader Cherchan, donc il m'a initié à la musique. Après, je peux vous raconter l'histoire, comment j'ai commencé la musique grâce à ce merveilleux artiste et grand ami à la famille et à mon père, plus spécifiquement. Et donc, de toutes les façons, donc l'appropriation de sa propre culture est très importante, mais d'une manière qui soit académique. C'est pas juste parce que j'entends, parce que je sais, etc. Donc ça, c'est un degré qui est très intéressant. Mais au-delà de ce degré-là de connaissance, parce qu'on apprécie, il faut connaître. Donc ça veut dire il faut étudier, il faut savoir et il faut respecter aussi donc les points positifs et les points positifs de chaque culture, parce que je trouve pas qu'il y ait des points négatifs dans des musiques ou Non, des points non. dans la culture. Simplement, on peut apprécier ou moins apprécier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce travail que j'ai fait, je l'ai fait, bien entendu, j'ai commencé à être donc musicien, donc je suis violoniste, donc de base, et j'ai beaucoup joué au violon, donc j'ai joué, donc j'ai eu mes prix au conservatoire assez rapidement, notamment le prix d'honneur de la ville d'Alger. J'étais vraiment jeune, j'avais à peine 18 ans. Après, je me suis spécialisé comme violoniste, j'ai joué même des orchestres internationaux, beaucoup en France et à Paris, où j'ai joué avec l'Orchestre international de Paris comme violoniste. Et puis, j'ai commencé, bien sûr, j'ai étudié le piano parce que c'est indispensable pour le chef d'orchestre et j'ai commencé à être chef d'orchestre. Et puis, comme directeur artistique, tout le travail que je suis en train de faire aussi, c'est un travail de directeur artistique depuis de longues années justement pour faire des propositions de programmation. D'abord pour la musique classique universelle, puisque je suis spécialiste de ça, où j'ai travaillé beaucoup dans des pays occidentaux, notamment à Saint-Pétersbourg, Oui, l'année vous avez passée. dirigé les Voilà. orchestres là-bas, oui. Voilà. Mhm. Et puis donc cette expertise m'a amené aussi à être aussi donc comment dirais-je un conseiller, un consultant donc auprès de grandes institutions puisque je l'ai été auprès de Madame Nadia Labidi quand elle était ministre de la Culture en Algérie. Donc c'était une très très belle aventure où j'ai travaillé étroitement avec beaucoup de divisions culturelles au niveau du ministère. Donc j'ai appris beaucoup de choses et au-delà bien entendu j'ai été aussi au service donc du ministère de la Culture pour donner un certain nombre d'orientations très techniques et très comment dire, d'ordre technique sur des problématiques musicales de création, bien entendu de développement et surtout de formation, parce que la formation est un événement très très important. Et Mhm. comme chef d'orchestre, il y a aussi cette dimension de pédagogie, et donc qui dit pédagogie, donc c'est la transmission. D'où donc cette académie dont on pourra parler après. Et Mhm. donc, ce travail-là donc m'a permis de voyager beaucoup. Donc, j'ai travaillé aussi, j'ai conseillé quelques ensembles au Qatar, aussi donc les Émirats arabes, et récemment donc en Arabie Saoudite. Donc, j'ai occupé des postes de directeur artistique de l'Orchestre national d'Arabie Saoudite. Ils m'ont demandé de leur faire toute la stratégie de création et de développement de leur orchestre sur la base de leur réalité musicale, culturelle, socio-culturelle, etc. Pourquoi cette musique? Donc, spécialisé, eux, pour la musique arabe, du coup. Donc, La j'ai fait vie. tout ce travail-là et donc maintenant, je travaille aussi avec d'autres pays, notamment donc le Koweït, où je fais la même chose. Mais il faut savoir aussi que je suis directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique International de Paris, qui est donc un orchestre qui existe depuis 25 ans, donc avec lequel on a fait plusieurs concerts en Algérie aussi, et Vous y avec êtes depuis le lequel donc début? Depuis 25 ans, vous êtes dans cet orchestre? oui, Oui. depuis 25 ans, je suis le fondateur, le directeur artistique de cet orchestre. Et justement, c'est avec cet orchestre que j'ai pu réaliser toute cette expertise, tout ce travail comme chef d'orchestre, comme directeur artistique, mais aussi comme consultant au vu de toute cette expertise et ce travail de dialogue des cultures, mais qui s'oriente aussi vers tout ce qui est formation. Voilà. Alors, je voudrais vraiment qu'on salue au passage Madame Aïcha Mordahi, que nous avons reçue ici dans Diasporama l'année dernière et qui est elle aussi donc une des cadres, des responsables de cet orchestre et qui nous fait découvrir à chaque fois effectivement des cultures et qui va dans le sens de la fusion des cultures et de la création artistique. Donc, vraiment, si elle nous regarde, j'aimerais qu'on la salue, mais je pense qu'elle nous regarde.
Et moi Elle ne également, vous je la rate, salue. elle ne vous ratera Ouais, pas. exactement, c'est une personne Oui, vraiment qui fait un travail formidable, qui est très dynamique et qui nous pousse vraiment pour oui. aller de l'avant et progresser et faire progresser aussi les autres, les institutions, les programmes. Donc ça, c'est vraiment, c'est un honneur de l'avoir parmi nous dans le board de notre orchestre. Très bien. Donc, ces fusions-là, bah, on le voit dans votre parcours, quand on parcourt votre biographie, votre carrière, elle est très longue. Et franchement, le but aujourd'hui n'est pas je vous le disais en préparant cette émission, n'est pas de détailler année par année, orchestre par orchestre, parce que ça prendrait toute l'émission. Et ce sont des informations qu'on peut trouver facilement sur le web. Vous avez dirigé des orchestres donc à Saint-Pétersbourg, en France. Vous l'avez dit, en Arabie Saoudite, vous occupez de l'orchestre saoudien, donc au Qatar, en Tunisie. Vous avez joué pratiquement dans tous les registres de musique, symphonie, opéra, ballet, quoi dire, musique de film, musique arabe, musique andalouse, les fusions. Euh, J'aimerais vraiment revenir sur vos débuts, Amine Kuder, pour comprendre euh, comment vous êtes arrivé à cela aujourd'hui et revenir ensuite à l'école, parce que pour moi, c'est vraiment le prolongement de la transmission et de l'enseignement dont vous parliez au début et qui rejoint bien sûr les valeurs de l'UNESCO que vous partagez puisque vous en êtes Oui. l'ambassadeur. Alors, vous avez été premier prix de conservatoire à Alger, violoniste. Dites-moi, parlez-moi du petit Emin Kuder, petit à Alger, enfant à Alger. Est-ce que vous rêviez depuis toujours de faire de la musique et d'être chef d'orchestre? Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour vous Alors, ou alors avant c'est venu cela, par hasard? Parce qu'il y en a pour je, qui j'ai eu des réponses comme ça, hein, où c'était pas du tout un rêve d'enfant de devenir, je ne sais, pâtissier, couturier ou physicien. On a eu des réponses formidables. Est-ce que vous, c'était votre rêve ou pas? Alors, avant de répondre à cette question, parce que moi, premièrement, je ne crois pas au hasard. Donc, les choses, Mhm, elles sont là, et puis après, on provoque certaines choses. Là, vous avez parlé de d'autres métiers, notamment de couturier, mais je vais vous raconter une petite anecdote, et qui est basée, en fin de compte, sur les choses que je trouve les plus essentielles donc, dans la vie d'un être humain. Donc, c'est là, vraiment le rêve que les rêves deviennent réalité à partir du moment où on commence à y croire et on leur donne corps, on leur donne sens et on donne beaucoup d'énergie et on s'engage complètement dans cela. Et donc ce rêve devient réalité, il devient projet et puis après une réalité et puis après ça devient du bonheur. En fin de compte, le rêve, c'est la création du bonheur pour l'être humain. Je vais vous raconter une histoire d'un enfant. D'un petit enfant, ce n'est pas moi, hein, qui avait 10 ans à l'époque de la guerre d'Algérie. Donc, on était vers les années, donc même avant la guerre d'Algérie, en 1950. C'est un gamin qui était de l'Qasba, donc la ville d'Alger, et qui était cireur de chaussures et qui était cireur de chaussures pas très loin de l'Opéra d'Alger à l'époque, donc le Square Boursaïd actuellement. Le théâtre national aujourd'hui, à l'époque, c'était l'Opéra d'Alger. Et il voyait des gens rentrer dans cet opéra. Bien entendu, les Algériens à l'époque n'avaient pas le droit de rentrer dans cette institution. Lui, il cirait les chaussures. Il voyait les gens tellement bien habillés, avec de très beaux costumes, de très belles robes, etc. Il était émerveillé devant donc ces beaux habits et il se disait, ah, j'aimerais bien un jour que j'arrive à fabriquer mon propre vêtement, je le mets et je rentre dans cette institution. Et donc, ce jeune homme, il grandit et puis après, il rentre dans un atelier d'apprentissage de couture. Donc, il apprend la oui. couture, il commence à le faire et à apprendre à le faire, etc. Et c'était durant la guerre d'Algérie, dans la guerre d'Algérie. Donc, il a fait les habits pour les Moudjahidines. Il faisait partie d'une toute Al-Qasba, Mhm. donc un groupe qui préparait les tenues pour les Moudjahidines, les treillis, etc. Tenue, Bref, oui, de combat. militaires, etc. Après l'indépendance, alhamdoulilah, il a décidé d'aller se parfaire et d'avoir un diplôme de tailleur. Donc, il part en France 2 ans. Donc, il apprend vraiment son métier de tailleur. Et puis, après cela, il a eu une occasion à Copenhague, Danemark. C'est tellement loin d'Alger au Copenhague, c'est incroyable. Ben oui. Et puis, il a travaillé dans une grande société qui faisait donc des costumes d'opéra.
il se retrouve à faire des costumes d'opéra à l'opéra de Copenhague, pour l'opéra de Copenhague par rapport à cet atelier. Et son premier opéra, c'était un opéra de Verdi. Il a travaillé sur les vêtements, donc les costumes de l'opéra, qui s'appelle, euh, comment il s'appelle? Rigoletto. Rigoletto, un opéra très connu de Giuseppe Verdi. Formidable. Quand il termine, des années passent, il rentre en Algérie et fait sa propre institution, etc. Il devient tailleur, etc. Et puis, 50 ans plus tard, même non, 70 ans plus tard, donc dans les années 2000, 2020, 2000 plutôt, donc 50 ans plus tard, je confonds pour les dates, il va, il rentre à l'Opéra d'Alger habillé en costume que lui-même avait fabriqué pour aller voir, parce qu'il a vu une affiche de Rigoletto Oui, qui se donnait au Théâtre national algérien avec l'Orchestre symphonique national et la direction de son fils qui est Amin Kounda. c'est formidable. Voilà. Voilà. Cette histoire, je la raconte très peu. Déjà pour rendre hommage à mon père, rendre hommage à tous ces Algériens qui ont tellement fait pour notre éducation à une époque où eux étaient défavorisés, ils n'avaient rien. Ils nous ont donné, inculqué des valeurs exceptionnelles. C'est Ouais. que la volonté, le travail, le sérieux, l'honnêteté, ben on y arrive. Il est arrivé, il est rentré. Pour lui, il avait un triple bonheur. C'est d'avoir fait réaliser son rêve d'être tailleur et de faire de beaux habits, de rentrer à cet opéra, puisque c'est cette Algérie indépendante, grâce à Chouhada, Allah yarhamhum, qui lui a permis de faire ça, et aussi de voir son fils en train de diriger cet opéra au Ghetto qui a eu vraiment un beaucoup de sens. Donc, pour Mais vous oui. dire, voilà dans quel état d'esprit on a été éduqué. Et quand j'étais jeune, pour répondre plus clairement et directement à votre question, j'avais découvert la direction d'orchestre à travers juste des films qu'on passait, donc des émissions où il y avait Herbert von Karajan avec l'orchestre de Berlin qui passait à la télévision à l'époque où il y avait juste une chaîne. Ce qui était Oui, exceptionnel parce que pour avoir des enregistrements de Herbert von Karajan à l'époque, donc je parle dans les années 70, fin 70, c'est début 80, c'était juste exceptionnel parce que ça coûtait excessivement cher et c'était de la qualité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, la maman, je veux être comme lui, chef d'orchestre. ah Et je oui. me Et souviens vous quand aviez c'est quel âge arrivé, là? Vous aviez quel âge? j'avais exactement 15 ans. Ah J'avais oui. 15 ans. Je commençais à jouer du violon, à aimer la musique classique. Je me dis, je veux Ah, vous être étiez chef déjà d'orchestre. musicien. Vous étiez déjà musicien. Oui. Ouais, Alors ouais. moi, la musique, je l'ai apprise à partir de l'âge de 7 ans parce que Abdelkader Sacham, qui est un grand ami de mon père, nous on est tous d'Azfoun, même si mes parents sont nés à Alger, mais l'origine Tana. Et donc, Falksba, donc il y avait beaucoup de Encore gens qui un. faisaient Shabi. Voilà, Je vais vous dire encore un. encore un. Et On salue notre ami qui a écrit tout un livre sur Horia Bouayed, qui a écrit un livre justement sur Asfoun et sur les personnalités d'Asfoun. Je me demande si vous n'êtes pas dans ce livre d'ailleurs. je sais Je me pas. souviens pas. Je me souviens pas. Désolée. Oui. Et donc, mon père, quand j'avais 7 ans, il a demandé conseil à Cheikh Abd Khader, Allah يذكره بالخير. قال له, voilà, je Mhm. voudrais que mon fils rentre au conservatoire, mais يدير الشعبي. قال له, non, fais-lui faire du violon classique. Parce que Ah oui. l'école académique va lui donner la possibilité de connaître toutes les autres musiques, après il pourra Ouais. choisir. Et Mhm. donc, c'est grâce à ces conseils C'est vrai. que je me suis dirigé au violon dès l'âge de 7 ans. Et puis, à l'âge de 5 ans, 15 ans, j'avais 15 ans, je commençais à avoir cette envie d'être chef d'orchestre et je commençais donc à regarder ces vidéos. Une fois, la nuit, j'avais mis un casque, je commençais à diriger Ouais. dans le flahwa warrah comme ça et je commençais à produire des sons, à chanter un peu fort et ma mère, elle est rentrée, il était 2 heures du matin, elle me dit, tu deviens fou, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as rêvé. Je Ouais. dis, maman, je suis chef d'orchestre. Elle me dit, écoute, commence déjà par éteindre, va dormir, après on verra pour le chef d'orchestre. Je dis, non, mais il est fou. Oui, ben, c'est comme Voyez-vous, ça. mais tout ça, Alors, ça ouais. vient par ce rêve, et ce rêve, Ouais. il y a tout le travail qui a suivi après, et puis ça devient normalement réalité, une belle réalité. Oui. Et donc, vous avez cherché à concrétiser ce rêve en partant étudier, donc terminer vos études à l'étranger après avoir été diplômé, donc premier du conservatoire, premier prix du Voilà. conservatoire d'Alger. Oui, Il y a une chose intéressante à savoir, c'est que moi, j'ai été admis au conservatoire là, en 1977 jusqu'en 87, et on avait vraiment d'excellents professeurs, que ce soit dans la musique andalouse, chabée, ou aussi de la musique classique. Mais oui, il n'y avait pas de classe de chef d'orchestre.
Donc Non. ça, c'était une problématique parce que moi, je voulais être chef d'orchestre. Donc Ouais. c'est sur cette raison-là, après avoir terminé mes prix assez rapidement, donc très jeune, comme Ouais. premier prix donc du conservatoire pour le solfège, la musique de chambre, le violon et le prix de la ville d'Alger, j'ai pu avoir donc une bourse pour aller en France pour étudier le métier de chef d'orchestre. Donc c'est là où j'ai découvert donc un autre monde, quelque chose de nouveau. Suite à donc à Marseille, après j'ai été donc à Paris, puis à Paris, Copenhague, et puis donc j'ai fait tout un parcours qui m'a demandé énormément de travail parce que Ah, au je connaissais. Danemark, hein, encore une fois. Oui, voilà. Donc j'ai le Danemark et Oui, c'était vraiment un hasard parce que mon professeur français était parti au Danemark et je me suis retrouvé au conservatoire de Copenhague. D'ailleurs, j'ai appelé mon père de là-bas un jour juste à côté de l'opéra où il oui, avait travaillé. Donc c'était quelque chose de très émouvant. Donc la boucle était bouclée par rapport à ça. Et je salue oui. mon père au passage et je lui rends hommage pour tout ce qu'il a fait pour Ben oui, nous et bravo. Ouais. tous les parents algériens qui font tellement de belles choses pour leurs enfants aussi. Tellement de Donc, sacrifices, oui. exactement. Donc, ce métier de chef d'orchestre, au début, c'était très difficile très difficile. Et je me souviens assez rapidement, donc j'ai la faiblesse de croire que j'avais quelques facilités comme chef d'orchestre. Donc j'ai appris rapidement, donc j'ai fait beaucoup de stages, notamment aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg, où je suis resté 4 années à l'Opéra de Saint-Pétersbourg, et ça c'était une école exceptionnelle, formidable. Et bien sûr, l'Opéra de Paris, j'ai fait des stages aussi en Suisse, donc en Italie. Mais j'avais rencontré donc dans les années 92, 1992, Monsieur Belkaïd El Ayatmo, qui était ministre de la Culture, Boubacar Belkaïd, qui m'avait beaucoup soutenu et je lui avais dit, voilà, Monsieur le ministre, je vais faire mon premier concert comme chef d'orchestre, j'avais 25 ans, et je dirigeais un orchestre français et de surcroît à Marseille, avec toutes les problématiques, on va dire, socioculturelles qui ne Oui. sont pas faciles pour un jeune Algérien qui arrive et qui débarque et qui dirige un orchestre français pour la musique classique. C'était pas quelque chose de courant. Certains ont accepté, d'autres que c'était plus difficile. Donc moi, j'avais la double mission, c'est celle de réussir le concert et celle de réussir le concert, de par mes origines. Ça n'a jamais été facile. On C'était vous l'a toujours fait, on vous l'a fait sentir? On vous a fait oui, sentir? ça, Oui, ah oui, hein, vous oui, l'avez vécu. oui, Ouais, on vous a bien fait entendu. sentir que, bon, Et voilà. Dieu merci, c'est par une minorité. Mais en fin de compte, Mm. pour résoudre ce problème, il est simple, il faut connaître sa musique, il faut connaître son métier, il faut être vraiment, comment dirais-je, irréfutable, il faut connaître Connaître son sa sujet, partition, sa comme on le partition, dit nous dans la vie de exactement, tous les jours, mais en fait, vous, exactement. c'est le cas de C'est le dire, oui. doublement. Ouais, ouais. Et Monsieur Berkay m'a dit, voilà, écoutez, je vais venir pour votre premier concert professionnel en 92. Il m'avait dit ça 6 mois avant. Je dis, bon, un béniste qui me dit ça, bon, par courtoisie. Et bien, il se trouve que le jour J, il est venu avec une délégation de 30 personnes. Donc, il a fait payer tout le monde, sauf lui. Donc, je l'ai invité, je lui ai envoyé une invitation. Et c'était vraiment une manière d'encourager donc les jeunes Algériens à avoir aussi accès à cette musique dite universelle, parce que c'était important. Et la même année, on a fait la création de l'Orchestre symphonique national algérien. Donc, vous imaginez en Oui, oui, 92, la oui. prospective, Que vous alors avez que dirigé beaucoup plus tard. voilà, que j'ai dirigé Oui, beaucoup plus tard. Et je vais vous dire oui, aussi pourquoi je le dirigeais beaucoup plus tard. Et donc, il croyait vraiment en moi. Il a encouragé, le ministère de la Culture a encouragé beaucoup d'artistes. Je faisais partie de ces artistes-là. C'est quelque chose qui m'est resté dans la tête et surtout dans le cœur. Avoir un soutien comme ça en direct, venir oui. vous écouter à l'opéra de Marseille, comme jeune Algérien, 25 ans, vous imaginez, c'est pour moi, j'étais vraiment très marqué. Alors, Yazman, comme on dit, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai créé l'Orchestre Philharmonique International de Paris, et puis je vais travailler à Saint-Pétersbourg à partir de 97, où je faisais un travail entre New York et Saint-Pétersbourg et Paris, avec ce grand chef d'orchestre qui est Valéry Gaziev, un des 10 meilleurs chefs d'orchestre au monde. Et à un certain moment, donc j'ai travaillé lui comme assistant et puis comme juste quelqu'un qui assistait aux répétitions. Après, je suis devenu son assistant. Et je me souviens, après, il m'a dit, voilà, est-ce que tu connais le répertoire de la musique française? Je lui dis, bien entendu, je connais ce répertoire-là, puisque je l'ai appris au conservatoire en France, avec de très grands professeurs. Et
donc je fais le concert et juste avant de monter sur scène, il y a son régisseur d'orchestre qui me dit c'est quoi ça? En m'indiquant le podium du chef d'orchestre. Je dis ça c'est le podium du chef d'orchestre. Il me dit ce n'est pas uniquement un podium chef d'orchestre. Il me dit c'est là où s'est tenu Mravinsky, Stravinsky, Tchaïkovski, Prokofiev. Il m'a cité tellement. Il m'a dit Waouh, c'est la 217e année de cet opéra et vous êtes le premier Algérien, le premier musulman à mettre les pieds sur ce podium. Alors faites un bon concert. Et c'était waouh, vraiment quelque chose quelle qui m'a pression. déstabilisé tout de suite, et une pression, et qui m'a donné bon, le nez, comme Ouais, on dit, ouais, pour le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces gens-là, la culture est exceptionnellement importante. Et il faut faire attention. Et que ça m'a donné aussi cette volonté de faire très bien, mais de toutes les façons, c'est pas parce que je l'ai décidé 5 minutes avant, c'est parce qu'il y avait tout le travail qu'il y avait avant cela, oui, des bien mois et sûr, des mois et bien des mois. sûr. Ce Mhm. concert s'est tellement bien passé. Monsieur Valéry Gergiev donc m'a proposé d'aller vivre à Saint-Pétersbourg. Et ça, c'était en 2001. Il se trouve que juste en parallèle, donc c'était l'ouverture d'une nouvelle Algérie en 2000, le ministère de la Culture a remis en place l'Orchestre symphonique national qui était arrêté pendant la décennie noire, malheureusement. Mhm. Et puis, donc, ça a été relancé. Et le ministère de la Culture, il m'appelle, me dit, voilà, on veut te proposer le poste de directeur artistique de l'Orchestre symphonique national. Tout de suite, j'ai dit oui. Et j'ai accepté, alors que Valéry Gergiev m'avait demandé d'aller à Saint-Pétersbourg. Beaucoup d'amis me disaient, ah, Jay, pourquoi tu as choisi l'Algérie? Il fallait choisir Saint-Pétersbourg. Ouais, J'ai dit ouais, non, ouais, pour deux raisons ouais, essentielles. La ouais. première, c'est qu'à Saint-Pétersbourg, je vais être un parmi tant de chefs d'orchestre. Mais par contre, en Algérie, je peux peut-être être utile pour mon Oh pays, oui, oh oui, oh oui. pour les musiciens, pour l'orchestre. Et la deuxième chose, c'était cette idée et le soutien que j'ai eu du ministère de la Culture 10 ans avant, par rapport à ce qu'a fait M. Bokar Rahman, qui fait qu'à partir de là, on est complètement dedans. On y croit, mais à fond, mais à fond, Ouais, à fond, à fond. ouais. Et c'était une très, très belle décision parce qu'on a pu réaliser avec beaucoup d'amis, notamment Abdelkader Bouazzara, qui en était le directeur administratif, et puis après avec l'équipe du ministère de la Culture et l'équipe de tous mes amis musiciens, Ouais. Et puis le on a fait un festival bon. institutionnalisé, un festival Voilà, c'est ça, international de musique c'est classique, ça, c'est ça, franchement, ça a été le prolongement du travail de toute cette équipe, c'est ça. toutes ces années. Oui. Et puis après, donc moi j'ai continué à faire le travail. Arrive donc l'opéra d'Alger, et donc où j'ai travaillé aussi comme directeur artistique, mais l'Orchestre national a été dissous à cette époque. Et ça peut-être, avec beaucoup Ah de oui. musiciens, Pourquoi? Quelle c'est année? l'une des plus belles, plus difficiles, comment dirais-je, douleurs, c'est la Ah disparition oui. de l'Orchestre national pour des raisons budgétaires, bon, qui étaient évidentes, donc, et Alors, quelle c'était année? bien Quelle entendu. année? C'était à partir de 2016, on a commencé, et c'était définitivement à partir de 2019. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a l'Opéra d'Alger, il y a un orchestre à l'Opéra d'Alger, mais ce n'est pas l'orchestre tel qu'on le connaissait avant, l'orchestre national. Et il se trouve, juste, et ça je le dis de par mon travail, parce que moi j'ai travaillé, je continue à travailler dans 30 pays dans le monde, dont une dizaine dans le monde arabe, et il se trouve qu'il y a 15 orchestres nationaux en Afrique dans toute l'Afrique, y compris donc le Maroc, Tunisie, Égypte, etc., et les pays africains Hum, et les pays mhm. arabes. Il y en a 15. Et aujourd'hui, Pas en beaucoup. Algérie, il n'y a pas d'orchestre national. Ouais. Ça reste, c'est le point qui me chagrine un tout petit peu. Et je souhaiterais vraiment, et je voudrais que cet orchestre renaisse, Ouais, parce qu'on ouais. a besoin d'un orchestre national, surtout que nos musiciens sont vraiment d'excellents musiciens et ils font un travail formidable. Et Et oui, et avec eux, puis on a que fait vont. beaucoup de belles Ouais. choses. Pendant 20 ans, on a opéré, on a fait des concerts, bien entendu, dans Bah oui, 47 wilayas bah oui, quand il n'y avait que bah 48. oui. On a fait Ouais. des concerts dans plusieurs pays, les pays arabes, donc les pays aussi occidentaux, et c'est quelque chose de très important. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi donc la dimension un tout petit peu formationnelle. Voilà, donc c'est ce que je voulais parler par rapport à l'orchestre national. Mhm, mhm. Dans votre école, justement, que vous avez créée à SEMA, est-ce une école d'enseignement de musique classique, je veux dire universelle classique, uniquement? Est-ce qu'on y enseigne aussi de la musique algérienne, de la musique andalouse? Qu'est-ce qu'on enseigne exactement? Alors, vous Est-ce savez, qu'elle, pardon, est-ce qu'elle concerne uniquement les enfants ou il y a des classes d'adultes aussi?
Alors moi, je dis que c'est ouvert pour les enfants de 7 à 77 ans. Ah, Et c'est on a limité. C'est limité. 7 à 78 Ah, vous avez ans. Donc 76 ans, c'est trop tard. 8 ans, c'est trop tard. 77, c'est trop tard, 78 ans. Oui, oui, On dit ça pour plaisanter. Mais c'est oui. ouvert, bien entendu, pour les jeunes et les adultes. Mais avant de parler de l'académie, l'idée de l'académie même, c'est qu'à Mm. partir d'un certain moment, il faut qu'il y ait aussi la transmission. Donc la transmission fait partie de l'évolution et de la quête d'un artiste. Si on ne transmet pas et on garde tout sur soi, ça veut dire presque qu'on n'a pas cette baraka pour pouvoir avancer et surtout, ce devoir de pouvoir être aussi au service des autres. C'est parce que la musique, la base de la musique et des arts en général, c'est aussi être au service des autres. Il y a des gens qui disent que l'artiste, c'est comme une bougie, ils font pour éclairer les autres. Donc, c'est très important d'être là aussi pour les autres et surtout pour les enfants. Et ça, durant le travail quand j'étais à l'Opéra d'Alger, puisque j'étais pendant 5 ans directeur artistique de l'Opéra d'Alger, on avait fait tout un programme donc, qui était chapeauté par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. On a fait donc des concerts éducatifs pour les enfants, donc presque une fois par mois. Donc, on faisait venir presque 1200 enfants de plusieurs wilayas et qui se Ouais. rassemblaient. On leur faisait des concerts éducatifs où je leur parlais de l'orchestre, que c'est que l'orchestre, que c'est que les instruments, leur parlais un tout petit peu des compositeurs, des notions de solfège, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que cette chose exceptionnelle, c'est cette volonté de ces jeunes à apprendre. Et je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens une fois, on avait avec l'Orchestre national un concert à Batna. Mes chers amis de Batna, je les salue. Et on m'a demandé de faire un concert avec l'orchestre. Je dis, OK, mais par contre, j'ai une condition. Je dis, j'aimerais bien faire un concert éducatif. Il m'a dit, oui, mais on s'y prend trop tard. Je dis, écoutez, c'est pas difficile. Vous ramenez les enfants et nous on fait. Et en plus de ça, on le fait gratuitement. Donc, il n'y a pas de problème financier. OK, on se retrouve là en train de faire le concert pour les enfants, en présentant les enfants. Après, j'ai pris le micro et j'ai posé la question, qui peut me donner la définition de ce que c'est qu'une symphonie? Alors, les musiciens derrière me disaient, mais Amine, c'est trop difficile, c'est tous des gamins, ils connaissent pas déjà la musique symphonique. Je dis, Ils ont non, écoutez, cherché sur attendez. leur téléphone, non? Voilà. Non, même pas. Même pas. Même pas. Et tout de suite, même pas parce que tout de suite, il y a une main qui s'est levée. Tout de suite. Et je lui dis, venez. Donc, une fille qui devait avoir 14 ans à peu près. Elle était avec le hijab, etc. Elle m'a dit, Oustad, je peux répondre. Je dis, voilà, donne. La symphonie, patati, patati, patata, la symphonie est née en Autriche, etc. Le compositeur, etc. Elle a donné toute la définition. J'étais mais extraordinairement étonné et je me suis retourné vers le musicien. Je dis, je ne crois pas qu'il y ait un parmi vous qui connaisse la définition comme ça. Oui. Et bien entendu, elle était très contente. Je lui dis, alors je vais te faire un cadeau que tu ne vas pas oublier. Je lui ai donné la baguette et je l'ai mise sur le podium et je lui ai demandé de diriger l'orchestre. Et c'était la cinquième symphonie de Beethoven. Ta, 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 ta. Bien sûr, j'ai tenu un peu la main pour l'aider un peu. Et Michel Mm. était très content et elle a fait comme ça. Et je regardais ses yeux, il y avait de la lumière, il y avait un or de ses yeux. Elle avait un Ouais. visage tellement expressif. Et je connais cette sensation, parce que Michel Borges, Mm. il a toute cette sonorité devant. Et elle avait cette fierté de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et la salle était ravie. C'est devenu un événement. On en a même oublié le concert Mhm. essentiel qu'on a fait avec l'orchestre. Et C'est je vrai me que vous dis, avez. Oui, si oui, on allez-y. arrive à susciter une vocation pour une personne durant toute sa vie, eh ben c'est bon, ça veut dire que notre existence n'est pas passée pour rien. C'est pas juste pour amuser la galerie. C'est des choses Oui. essentielles. La musique est essentielle, l'art est essentiel pour l'évolution des êtres humains, pour la prise de conscience, pour la connaissance de l'autre, pour dissiper tous les malentendus. En fin de compte, nous sommes, allez dire, au service de la musique qui, elle est au service de l'amour universel. Et c'est ça, on est heureux parce que on veut partager des choses avec les autres. Et c'est ça la mission essentielle par rapport à la musique. Et donc j'étais vraiment très très heureux, très fier que cette petite adolescente a eu cette très belle expérience. Voilà. Et donc par rapport à ça est née cette Oui, volonté de vouloir créer une ouais. académie de musique qui est privée, c'est ma propre académie, mais où je donne le résumé de tout ce que j'ai appris à l'étranger, donc un apprentissage sur une base vraiment très académique, avec des méthodes, Musique, nouvelles méthodes, solfège, musique, solfège, musique classique et instrument. musique algérienne. Donc on fait du Très chabi, il bien. y a du Mm. mandol, il y a le oud, il y a
il y a le canon, il y a aussi bien entendu le piano, le violon, etc. C'est une jeune académie. Elle a que 2 ans. On est en train de travailler pour développer. On va ouvrir le pôle danse. Mais pour moi, et c'est très important. J'ai pas beaucoup de temps, donc je sais pas moi qui m'en occupe directement aujourd'hui. C'est ma sœur Hayat, qui est violoniste, qui était Mhm. violoniste, violon solo de l'Orchestre national, avec toute une équipe de jeunes professeurs que j'ai formés. Donc leur donner les nouvelles méthodes pour l'apprentissage est quelque chose vraiment qui me ravit parce que on se sent utile et je pense que c'est utile pour ces enfants. Même peut-être qu'ils vont pas devenir des professionnels, mais en tout cas, ils vont défendre une autre idée de ce que c'est Oui. que la culture, une autre idée de leur propre évolution. Voilà, Alors, par rapport à l'académie. c'est une première, et je vous félicite hein, pour cette académie. J'ai envie de dire, c'est une première en Algérie. Je peux me tromper peut-être, hein, vous me reprendrez, ou dans le même lieu, dans une même école, on peut trouver à la fois de la musique classique, universelle, et de la musique algérienne. Parce que je me souviens, enfin, moi aussi j'ai fait un petit peu de musique, mais on n'a pas fait carrière. La musique classique se passait au conservatoire. Et la musique andalouse, bah, c'était dans les associations, Mossélia, le Fradjia, etc. Donc, c'était deux choses, deux entités totalement différentes. Et il y avait peut-être un peu de Chabi dans les conservatoires, si je me rappelle bien maintenant. Il me semble, Oui, 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 bien hein, sûr, bien voilà, il sûr. me semble que ça, il y avait du Mm. Chabi. Mais enfin, on trouvait rarement dans un même lieu toutes ces musiques, quoi, une école de musique complète. Et c'est bien que Oui, vous oui. ayez regroupé toutes ces musiques à la fois, parce qu'on peut trouver dans la même fratrie, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la musique classique et l'autre qui veut faire de la musique andalouse. Et bon, ben, sur le plan organisationnel, c'est beaucoup plus simple que d'avoir euh, des enfants séparés, parce que c'était le cas, je me souviens, mais c'était il y a très longtemps. Alors, si vous permettez, Amine Puder, j'aimerais parler de... euh, vous, avez, vous avez raconté l'histoire de la jeune fille de Batna, et ça me rappelle des scènes de concerts que vous avez dirigés, d'orchestres que vous avez dirigés. Vous êtes quelqu'un de très interactif avec le public. C'est quelque chose que j'ai Oui, rarement vu, que j'ai rarement vu. Vous avez un public, vous avez un orchestre. D'ailleurs, c'est dommage, on voit toujours les chefs d'orchestre de dos. On rate l'expression du visage parce que souvent les chefs d'orchestre sont très expressifs parce qu'ils doivent communiquer avec tel musicien s'il est à la traîne ou je ne sais quoi. Mais ça, on le voit à la télévision parce qu'il y a les caméras qui captent vos expressions partout. Mais quand on est dans une salle de spectacle, bon, bah, on voit l'orchestre, mais vous, on vous voit de dos. Et j'ai l'impression que vous contournez cela parce que vous retournez vers votre public et vous interagissez avec lui, souvent avec beaucoup d'humour, souvent. C'est beaucoup d'humour oui. par rapport, comme si vous démystifiez ce qu'on vient de voir et que vous le rendez mais vraiment accessible à tous. Hein, c'est cela? Alors, oui, c'est exactement ça. Vous savez, moi je dirais c'est décomplexé. La mystification vient avec le décomplexe de la situation. En fin de compte, Oui. la musique, c'est très mystique. C'est un rapport, bah, ça, on en parlait beaucoup, c'est d'ordre un peu, on va j'allais dire spirituel et philosophique, mais pour moi, c'est une quête. Mais en tout cas, la chose, le moteur, c'est de pouvoir être avec les autres, partager avec les autres. Et quand on Mhm. partage, il faut d'abord qu'il y ait le tronc commun, avec la personne, avec le groupe avec lequel on est. Et ça, c'est d'abord l'émotion. Donc, on peut ne pas parler la même langue, on peut avoir des idées différentes, des religions différentes. Et moi, je suis bien placé, ayant voyagé beaucoup et travaillant dans un contexte international. D'ailleurs, on est même obligé de l'accepter par moments, pour certains, mais en tout cas, la chose qui est commune, c'est les émotions. Nous avons tous le même type d'émotion. Donc, quand on décomplexe le rapport et on est dans un rapport qui est beaucoup plus décomplexé, on commence à vivre cette mystification c'est celle de être levé vers le haut, tiré vers le haut à travers la musique. Et l'humour fait partie aussi, bien entendu, je ne suis pas comique, mais en tout cas, Non, je le fais comment dire, j'avais avec beaucoup de sympathie, on va dire simplicité. décontraction, décontraction. Voilà, pour faire en sorte que le public puisse rencontrer la musique et les musiciens. Donc, en fin de compte, le travail du chef d'orchestre, c'est un travail pas de diriger, mais c'est de coordonner.
Et ça, c'est l'essence même de la musique. J'avais vu une émission sur Herbert von Karajan parce que je me suis intéressé beaucoup à comme Karajan, comme technicien, il disait toujours que je suis là pour laisser que les choses se fassent, en fin de compte. Il est là juste presque la raison d'être de ce moment et il se retire à un certain moment. Il faut qu'il y ait cette cohésion entre le public et la musique, la rencontre entre les musiciens et la partition, c'est le chef d'orchestre qui fait cette coordination. Et puis la rencontre entre un public et une musique, et puis la rencontre de l'individu avec lui-même, avec cette belle émotion. Et c'est ça, tout ce travail-là. La Et j'ai communion, même c'est-à-dire donc la atteindre la communion, voilà, communion. Ouais. exactement. Mm. Exactement. Et en fin de compte, le travail de chef d'orchestre est un travail très complexe au-delà, quand il englobe donc cette possibilité, parce qu'on est là, on donne des informations les uns aux autres, arrêtez, faites ça, mais c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est de faciliter le travail de certains musiciens par groupe, etc. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup de communication. J'ai même été appelé plusieurs fois à faire dans des conférences sur le management à travers le leadership du chef d'orchestre. Oui. C'est un manager. On manage donc des équipes, donc on a un grand orchestre, c'est une entreprise, donc les musiciens, c'est des gens qui travaillent dans cette entreprise, c'est des employés. Il y a des services, hein, les services comptables, services commerciaux, services, etc., techniques, comme il y a des cordes, il y a des vents, il y a des percussions, etc. Donc c'est vraiment très ressemblant. Et on m'a même demandé de décrire les clés de la réussite, la solitude d'un manager par rapport à certaines décisions qu'il doit faire, aussi le fait qu'il doit régler certaines problématiques sur un point de vue de gestion, que ce soit la gestion première administrative financière ou bien d'ordre plus politique culturelle ou aller comme une entreprise, etc. Donc, c'est des choses qui me passionnent. Je suis quelqu'un de curieux Mhm. intellectuellement, au-delà d'être curieux musicalement et émotionnellement. Donc, ce qui fait que je découvre toujours des choses par rapport à ce métier-là. Donc, depuis, et j'ai la chance de le faire, de commencer à le faire en Algérie depuis déjà 4 ans, 3 ans. Donc, de faire des conférences, de faire même des formations pour des jeunes chefs d'entreprise ou bien des managers à travers le métier de chef d'orchestre. J'ai même rassemblé plusieurs managers de plusieurs entreprises et je leur ai appris à faire le chef d'orchestre, donc une formation de 2 heures. Et puis après, ils ont dirigé des choses simples, avec juste quelques percussions, parce que c'est plus simple. Et puis voir un tout petit peu toute la difficulté communicationnelle qu'on peut avoir comme chef d'orchestre. Donc quand on est chef d'orchestre, on ne maîtrise pas le métier de chef d'orchestre quand on ne l'est pas. Donc du coup, le travail de management, il se voit tout de suite. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc il y a une partie didactique, et ça peut-être, Inch'Allah, dans l'avenir, c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus, d'une manière beaucoup plus structurée, dans le cadre de ACIMA, donc de notre académie de musique. Mm. Accorder vos violons. Ça, c'est une expression, hein, voilà. Il y a plein d'expressions Oui, oui, empruntées accordez-vous. au monde empruntées au monde de la musique qu'on utilise. Voilà, on est sur, voilà, accordons nos violons, créer une harmonie, une symbiose, voilà, des choses comme ça. C'est vrai il y a beaucoup de C'est ça. vocabulaire emprunté Et, à et, donner le la, voilà, il va donner le et la pour je ne sais quoi. donnez le la. Alors, Voilà, pour le donner la, le la. pourquoi le la? Le la, c'est le diapason. Je vais juste vous raconter une petite anecdote par rapport là. Il y a un grand compositeur algérien qui s'appelle Nobli Fadel. Allah yadhkuru Oui, bil khair. Il est oui, toujours vivant. Et je me souviens, j'étais très jeune, donc je jouais au violon. Donc j'ai enregistré avec lui. Donc on faisait des enregistrements à la radio. Et il nous disait Wahidullah. Alors ah, Wahidullah, dans les autres, il prenait Allah. L'autre, il disait non, Allah. là, c'est la note là. Il faisait des jeux de mots Ouais, par rapport. ouais, Wahidullah. Alors, l'autre, c'est là, ça. non, 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 fais ton instrument. Voilà. Oui, voilà, Voilà. donc Donc, il faut accorder donnez-le ses là, donc violons, voilà, il faut accordez donner ces le la. violons, voilà, Voilà. donnez-le là. Donc c'était vraiment, Wahidullah. ouais, et puis tant d'autres expressions empruntées au monde de la Bien sûr. musique. Alors, pour revenir à votre métier, hein, euh, j'imagine qu'il y a plusieurs écoles de chefs d'orchestre. Alors, vous avez eu la possibilité et l'avantage de connaître l'école russe, l'école américaine, européenne. Bon, elle doit être différente selon qu'on soit en Allemagne ou en Espagne ou en Scandinavie. Pareil, l'école donc de la musique arabe. Vous, par exemple, parce que nous on connaît pas, hein, on connaît pas ces spécialités et ces subtilités. On voit toujours des gens mener d'autres gens à la baguette
Et il y en a qui sont plus fougueux que d'autres, plus crispés que d'autres plus souriants, plus nonchalants. Moi, même si vous l'êtes aussi à certains moments de la partition, mais vous êtes plutôt quelqu'un assez dynamique et assez fougueux dans votre manière de diriger votre orchestre. Vous confirmez? Alors, c'est un nom, Oui, ce oui, très type belle de... analyse de votre part. C'est ce que c'est ce que j'ai vu. Est-ce que, euh, est-ce que c'est un nom, ce mode de direction d'orchestre? Est-ce que c'est un nom, ce type de chef d'orchestre ou pas? Voilà. Est-ce que c'est un style qui a un nom ou Alors, pas? il n'y a pas de nom spécifique par rapport à ça. En fin de compte, dans la direction d'orchestre, il y a trois éléments qui sont très importants. Le premier est un élément technique. C'est vraiment technique, c'est la gestique. Donc à Ok. cela, donc il y a deux, trois écoles. Il y a l'école de ceux qui favorisent le poignet, le travail Oui. avec le poignet. Donc on prend Mm, la baguette mm, et on fait mm, beaucoup plus de mouvements juste avec des poignets. C'est plus facile, c'est plus précis, etc. Alors d'autres qui essaient d'avoir plus tout l'avant-bras. C'est des gestes un petit peu beaucoup plus comme ça. Donc, en mm, général, il y a deux types d'écoles par rapport à ça. Moi, je suis issu de la deuxième. J'ai appris plus avec mm, le bras. Ça mm, englobe les choses. Alors, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est des choses, mais qui tiennent aussi compte de là où on se sent mieux physiquement. Parce qu'il y a aussi le mm. physique. Il y a des gens qui sont grands, d'autres qui sont. Donc, quand on est très grand, donc c'est plus facile de faire avec le poignet. Quand on est un peu moins grand comme moi, donc on utilise plus le bras, l'avant-bras, plutôt Tout le l'avant-bras corps, et hein, le bras. enfin, Voilà, même tout tout le le corps. corps. Vous Voilà. accompagnez. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, Mm, donc, par rapport à ça, il y a tout un travail. Le deuxième point, il est d'ordre, comment dire, la conception de la musique. mm, Il y a une conception qui est beaucoup plus littérale, c'est-à-dire on prend la musique. Alors, quand on dit musique, il faut séparer trois types de musique. Il y a la musique, la symphonie, les morceaux, les concertos, etc. Mais vous avez aussi tout ce qui est orchestre avec une chorale, et vous avez l'opéra. Donc, c'est trois choses différentes. Mais parlons déjà rien que du symphonique pour déjà avoir une idée. Quand on commence à travailler, donc on essaie simplement de restituer la musique telle qu'elle est écrite. Donc, oui. sur un point de vue technique. Donc, les nuances, les sonorités, les équilibres avec les sonorités. Mais on n'a pas une visualisation de cette musique. Il y a une autre école qui est la visualisation de cette musique. En fait, que cette musique, on voit des couleurs, on voit des scènes. Donc moi, j'écoute une musique et à l'intérieur de moi, j'imagine une scène, j'imagine une histoire qui est la mienne, que je ne vais pas raconter aux musiciens. Par contre, je vais leur parler de plans sonores, je vais leur parler de couleurs, je vais leur parler de diversité. En fin de compte, on inclut l'idée que la musique, c'est un opéra qui n'est pas dit, qui n'est pas raconté, mais qu'on se garde pour soi. Donc, on a beaucoup plus de visualisation et donc on a plus de palettes sonores. Mais par contre, il y en a d'autres qui se disent non, c'est un travail très rigoureux. Moi, je fais sortir la sonorité que voulait Beethoven. En fin de compte, soit on restitue Beethoven et on devient Beethoven quand on fait Beethoven, ou Oui. bien je prends Beethoven comme étant quelque chose que lui a inscrit dans l'univers et que je m'approprie donc cette musique et j'en fais ce que je suis aujourd'hui comme artiste. Ouais. Donc c'est C'est vraiment plutôt deux ce que vous écoles qui sont faites. C'est différentes. plutôt ce que vous faites, vous, Voilà, Amine Kuder. exactement, Et exactement. c'est justement là où on va la créativité du chef d'orchestre parce que reproduire Beethoven tel qu'il a écrit, composé sa symphonie à l'identique, c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on perpétue une œuvre. Bon, aujourd'hui, il y a les enregistrements, mais à l'époque, il n'y avait pas les disques. Donc, c'était le seul moyen de perpétuer une composition musicale. Et il y a votre école aussi, c'est celle qui intervient sur la partition d'origine. Et c'est là, parce que ça rejoint ce qu'on disait au début de l'entretien, où vous allez rajouter une derbuka et une percussion, là où Beethoven n'y avait peut-être pas pensé, mais où vous allez à ce moment-là euh, sentir qu'il faille avoir la présence de tel ou tel instrument. Mais au-delà des instruments, est-ce que vous avez la liberté aussi d'intervenir sur les notes elles-mêmes, sur les tonalités? Est-ce que vous pouvez faire des variations autour du même Alors, thème à votre si, guise? si je fais donc une symphonie de Beethoven, il faut que je fasse exactement ce qui est écrit. Par contre, on va s'approprier la philosophie du temps.
le tempo, parce que le Mhm. tempo, c'est le temps. Et la Mhm. gestion du temps va dépendre aussi de ce qu'on veut mettre comme émotion. En fin de compte, les émotions ne sont pas écrites sur la musique. La musique va créer une émotion. Après nous, on peut essayer de diriger donc cette mélodie, la force et la puissance de cette mélodie, et aussi la couleur et le volume sonore de cette musique pour faire en sorte qu'elle va donner plus émotion 1 que émotion 2. Et c'est là où il y a cette Mhm. créativité. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé au Mhm. Conservatoire de Marseille, j'étais vraiment jeune, j'avais 22 ans. Et alors, voyons un Algérien débarquer pour faire la symphonie de Beethoven. Et on avait un grand, grand directeur qui est décédé, et qui s'appelait Pierre Barbizet, un très, très, très grand pianiste français, mais vraiment très, très grand, et qui adorait Beethoven. Il connaissait tout par cœur, toutes les œuvres de Beethoven, que ce soit les symphonies, le piano, etc., etc. Et donc, on était en train de faire l'examen de fin d'études, et il y a quelqu'un qui lui dit, oui, mais pourquoi lui dirige des choses comme ça? Et ça il lui dit, écoutez, Beethoven, c'est beau, et c'est encore plus beau, Beethoven à la sauce algérienne, quand il m'avait vu faire ça à la sauce algérienne. Oui. Donc, en fin de compte, on a Ouais. cette possibilité de mettre des ingrédients qui personnalisent un Mhm. tout petit peu les choses. Et de par Mhm. mon métier, c'est que moi, je suis dans la rencontre des civilisations et des cultures à travers la musique. Donc, ça me donne plus de liberté. C'est comme ça qu'on a fait aussi Mozart al-Jazairi, l'Algérien. Ah ouais. Et Ah c'était un oui, grand oui. succès qu'on a fait ici. Formidable. Euh, Ouais. on avait fait en Algérie, mais enfin, je l'ai refait aussi ici en France. Et c'était un grand succès parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une déclinaison comme ça de Mozart par rapport à ça. Mais le métier de Ouais. chef d'orchestre, c'est un métier très difficile techniquement. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est facile. Alors, beaucoup de gens s'improvisent chef d'orchestre parce qu'ils se mettent en face des musiciens et commencent à gesticuler. Alors, par moments, ça marche pas du tout, mais les musiciens jouent quand même. Mais au-delà de ça, il y a des chefs d'orchestre qui sont dirigés par les orchestres et il y a des chefs d'orchestre qui dirigent les orchestres. Donc, mais ça, on ne le voit pas forcément. Mais le résultat sonore, ce que vous disiez à juste titre, et vous êtes une grande mélomane, vous avez l'œil et Ah, mais la l'oreille, donc vous musique, avez moi, c'est. perçu les subtilités et ces subtilités font que quand le public les perçoit, donc on est dans un autre niveau d'interprétation. Et c'est ce Et qu'on c'est vient ça chercher. C'est ce qu'on vient chercher voilà, aussi. Hein, c'est un exactement. peu la surprise, c'est la nouveauté. Et jusqu'à quel point le chef d'orchestre s'est donné une liberté de manœuvre en Exactement. interprétant une partition qui souvent va dater peut-être de 2 siècles ou plus. Exactement. Ou plus. Vous avez à peu près fait pratiquement tous les genres de musique classique, donc de l'opéra, du ballet, la symphonie. Est-ce qu'il y a un genre dans lequel que vous préférez, voilà, où vous vous sentez le mieux? Écoutez, je pense l'opéra. Mhm. L'opéra, où en fin de compte, le métier de chef d'orchestre, c'est plus complexe, c'est plus difficile, Eh où oui, parce on que là, est vous avez des moins, choristes. Vous avez des voilà, on a choristes des là aussi. choristes, des chanteurs, Mm. on est moins au centre de l'événement, c'est-à-dire il y a moins de d'ego, puisque c'est le chef Oui, d'orchestre qui est là, qu'on voit que lui. Mais ouais, là, non, on est dans une fosse avec les musiciens, on partage. En fait, quand on partage une histoire qui est écrite, et donc une musique aussi, donc des chanteurs, des chorales, une chorale, plus la mise en scène, les lumières, les costumes, et tout ouais, ça, c'est un art qui est très complet. ouais, Et mise en l'idée pour scène, moi, et ouais. ça, je suis en train de travailler Mm. dessus, c'est de Mm. créer un opéra arabe ou en arabe, ou un opéra qui existe occidental traduit en arabe, avec les spécificités aussi de mouvement, de mise en scène arabe. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. J'ai un gros projet que je suis en train de développer dans les pays du Golfe dans ce sens. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est un travail vraiment formidable. Sauf que on construit tout du début, etc. Et on fait un spectacle. Parce qu'en fait, compte, la vie est un spectacle. Et si vous regardez l'opéra, on peut le transposer à une vie, même si ça dure 2, 3 heures, mais il y a un début, il y a au milieu, il y a la fin, il y a des Et oui, péripéties, bien il y a sûr, de c'est belles une histoire, mélodies. bien sûr. Voilà, c'est une histoire. Et donc, on est aussi, nous, méditerranéens, donc pays arabes, maghrébins, algériens, de tradition orale, de tradition donc de raconter des histoires, aussi de tradition de théâtre, donc qui est très très grande et très forte. Donc, Il y a un gros c'est quelque chantier, chose hein. de passionnant. Il y a un gros chantier là qui devrait être entrepris dans ce sens. Euh, Vous parliez au début de l'entretien de se réapproprier son patrimoine, se réapproprier, parce qu'effectivement, il nous a filé entre les mains quelque part, et tous nos contes, nos légendes, nos histoires,
patrimoine littéraire, culturel, bah, est absent des planches, est absent des compositions musicales. Il y a un nom qui me vient à l'esprit, bah, que vous devez bien sûr connaître, c'est Ilir Bouchen, donc ce grand compositeur algérien qui a composé des musiques pour à Hollywood, donc aux Oui, États-Unis, oui, et ça oui, oui. Kabylian Oui, oui, bien Rhapsody, c'est sûr. ça? Kabylian C'est ça, oui, Rhapsody, il oui, me semble, c'était ça, entre autres. oui, oui, Et j'ai joué sa musique. oui, 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 vous avez joué sa musique. Effectivement, vous lui avez rendu hommage en reprenant Ouais. ses musiques. On a perdu ce compositeur également. On l'a pas assez, on se l'est pas assez approprié. Et son nom est à l'affiche de plein de films américains. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Oui. ce sens? Bon, vous Moi, l'avez fait, donc je vous l'avez pense, déjà fait. Ouais. oui, bon, mais après, c'est juste une fois, et donc mais c'est pas, Oui, voilà. Mais voilà, c'est pas l'enseigner dans suffisant. Mais les je pense que écoles. c'est pas suffisant Oui. et il faut Mm. l'enseigner, il faut qu'il y ait beaucoup plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, de par ce que je vois, de par les besoins des musiciens, des artistes ou bien des autorités artistiques et musicales de plusieurs pays, aujourd'hui, on est dans un monde de communication. En fin de compte, quand on arrive à réussir le geste communicationnel, le geste culturel sous la forme communicationnelle devient beaucoup plus fort et beaucoup plus intrusif. Parce que quand on fait un concert et il y a une communication extraordinaire, on comprend très vite beaucoup de choses, les messages qui sont derrière, qui peuvent être Oui, de différentes natures. Donc, et cela, il faut un instrument de communication par rapport à ça. Et plusieurs pays l'ont compris à travers l'élaboration, la création. Il y a des pays qui sont en train de créer cela, un orchestre national, parce que c'est l'emblème important de la culture de chaque pays. Donc, la mm. culture nationale, elle englobe tout le passé, Oui. le présent et ce que peut être Mhm. le futur par rapport à ça. Oui. Donc, on est dans cette Et toutes les régions, toutes les musiques du créativité. pays. Mm, mm. Exactement. Et aussi c'est un instrument de communication. Il y a certains pays, comme par exemple le Qatar, qui se sont dotés d'un orchestre symphonique où il n'y a pas du tout un Qatari. Il y a très peu d'Arabes sur 100, il y a à peu près 10 Arabes, je l'ai dirigé plusieurs Comme leur fois. équipe de Et foot. quand je discute- voilà. Et quand je leur ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, mais nous, c'est un instrument de communication. Eh En ouais. fin de compte, ils Ouais. réussissent et ils font donc des musiques adaptées, etc. Ils sont sur la scène à New York, à Londres, à Paris, etc. pour faire donc la communication, faire comment dirais-je, faire connaître leur culture. Aujourd'hui, il y a cette, on va dire, cette bataille et cette, comment dirais-je, c'est pas une bataille vraiment, mais en tout cas, s'approprier sa propre culture. Et aussi le fait aujourd'hui qu'on est ouvert complètement au monde à une vitesse exceptionnelle, on a besoin de connaître aussi la culture des autres et Mm. faire aussi, comment dirais-je, le tri de ce qu'on peut nous donner. Ce qu'on peut nous Oui. donner, en fin de compte, on a déjà une base et cette base peut être aussi par rapport à un orchestre national. D'où l'intérêt pour moi de se doter donc d'un orchestre national qui puisse vraiment être là pour aider tous les musiciens qui existent, parce qu'on enseigne la musique, mais si, je dis que l'enseignement de la musique, c'est comme des wagons d'un train, mais il faut qu'il y ait une locomotive. La locomotive, ce n'est pas une bâtisse, ça ne peut pas être juste une politique, c'est un orchestre. Voilà, on a un Très orchestre, bien. je forme un musicien pour aller jouer dans cet orchestre. Qui cet orchestre est national, après il va y être aussi, on va créer l'orchestre régional de telle ville, telle ville, etc. Donc on est dans l'expansion aussi en fin de compte, développer la pratique donc de la musique, donc du coup développer aussi la pratique de la composition, donc la sauvegarde du patrimoine comme vous disiez à juste titre, mais aussi de nouveaux compositeurs, de nouveaux genres de composition, donc faire de la création, et c'est comme ça que ça a évolué. Donc, et tout ça se fait aussi par la formation et par, bien entendu, le développement de la création d'un orchestre national. Donc voilà pourquoi je pense que c'est nécessaire et que ça peut être important de se doter d'un orchestre national en Algérie. Voilà, Évident. moi, c'est le travail que je fais. Bon, bien sûr, je l'ai Ouais. fait avec l'orchestre national durant des années, à l'opéra aussi pendant des années. Et il y a aussi des musiciens vraiment formidables en Algérie, qui ont beaucoup de talent, et des jeunes aussi qu'on est en train de découvrir. Donc, c'est tout ça et dans une lancée très positive. Alors, c'est la rentrée. Est-ce qu'on pourrait avoir en avant-première peut-être quelques grandes dates où on peut vous voir, que ce soit en Algérie ou à l'étranger?
Alors là, j'ai pas tout le détail, mais en tout cas, nous allons faire deux concerts au Koweït avec l'Orchestre Philharmonique International de Paris que je dirige, en coproduction avec l'Orchestre National koweïtien. Donc, on va faire deux concerts au Koweït. Et puis après, on va faire un concert ici à Paris, donc comme concert retour par rapport à cela. Nous sommes en train de créer donc la première saison donc d'opéra de l'Orchestre Philharmonique International de Paris. Nous avons comme projet le premier opéra de faire un opéra français qui s'appelle La Belle Hélène du compositeur Offenbach et aussi Don Giovanni de Mozart. Et je suis en train de travailler sur justement ce que je disais tout à l'heure, sur la création de cet opéra, cet Arabian Opera, donc qui va Mm. être naître. Donc je ne vais pas dire le nom de l'opéra parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc tout ça, c'est par rapport d'ici maintenant, septembre jusqu'au mois de décembre, inchallah. De tous les compositeurs que vous avez, pour lesquels vous avez travaillé, adapté les compositions et les partitions de Verdi, de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart, de Bizet, de Korsakov, de Tchaïkovski, enfin la liste est très très longue. Euh, duquel vous vous sentez le plus proche, humainement et Alors, musicalement? C'est c'est une question difficile. très difficile. Alors, je vais Mhm. répondre un peu d'une autre manière. Ziryab avait compris, donc ce magnifique musicien qui a traversé Andalou, l'Andalou de Bagdad de jusqu'au Bagdad, oui. Mhm. Mhm. à Mata, Cordoue. Donc, il a créé le système des 24 modes et il a créé 24 noubas sur 24 modes. Pourquoi? 24 modes, 24 heures de la journée. Mhm. Parce qu'il était dans la contemplation. Il se disait que chaque heure de la journée avait le hal, avait sa spécificité, Son mood, on son dirait mood. aujourd'hui. Voilà le mood, exactement. Donc Mhm. 24 moods. En fin de compte, selon les moods, j'aime plus un compositeur que Ah, par bah rapport oui. à d'autres. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont indispensables dans ma vie. C'est Beethoven, Ouais. Mozart, je ne vais pas dire pourquoi, parce que je peux m'étaler beaucoup. Un compositeur que j'aime particulièrement aussi, c'est Tchaïkovski. C'est quelqu'un Ah oui. d'exceptionnel dans le domaine de la symphonie. Pour la musique d'opéra, c'est Verdi, que je trouve Mhm. exceptionnel, vraiment, avec Puccini. Dans la musique française, il y a ce Berlioz qui est d'une force extraordinaire. Il y a la délicatesse de Debussy. Il y a aussi Oui. les teintes de Ravel. Donc, voyez-vous, il y a aussi le somptueux Brahms avec les choses qui sont très larges, très grandes, qui poussent à avoir plus de réflexion et de hauteur par rapport aux choses. Voyez-vous, donc chaque compositeur a pour moi une importance, mais je pense que je dois avoir, allez, peut-être pas 24, mais en tout cas 12 que je préfère vraiment parce que je me rapproche plus d'eux de par ma sensibilité. Il faut savoir que le chef d'orchestre ne peuvent pas aimer tous les compositeurs et ne peuvent pas être Mhm. spécialistes de tous les compositeurs et toutes les époques. Par exemple, moi, Mhm. l'époque baroque, c'est une époque que j'adore écouter, mais où je me sens pas à l'aise à diriger, par exemple. Oui. Ça, Oui. Oui. voilà. Mais à l'époque classique, Haydn plus Mozart, j'aime beaucoup, mais je suis plus dans le post-classicisme et le romantisme, post-romantisme avec Mahler aussi, un compositeur que j'adore. Alors, un peu moins la musique dite musique sérielle, musique contemporaine, et aussi ce que j'adore, c'est là aussi la musique arabe, de par toutes ces divisions, la musique arabo-andalouse. Bon, ça, avec Chabé, ça, je suis né, ça Oui. coule dans mes Oui. Vous veines. l'avez adapté, vous l'avez symphonisé aussi, la musique Oui, andalouse, à symphonisé, ça plusieurs c'est. reprises. Mais Ouais. aussi toutes les musiques algériennes, parce qu'il y a, Mhm. moi je dis toujours musique algérienne avec un grand thème et surtout avec S, parce qu'il y en a Oui. tellement, il y en a beaucoup. Oui. Oui. Il y a énormément de richesse qui fait que vraiment c'est. Moi je rêverais de faire un concert intitulé Les merveilles de la musique algérienne avec l'Orchestre national et qu'on parcourt tout le monde pour montrer toute cette richesse Ouais. assez exceptionnelle, parce que ça inclut des musiques du nord de l'Afrique, aussi les musiques des Touaregs, les musiques traditions arabo-musulmanes, les musiques chabi, les musiques de l'Est, les musiques kabyles, et il y en a plein, donc sans oublier quelques-unes. Donc il y a Mhm. ces richesses qui peuvent faire la symphonie des symphonies, comme on dit. Il y a aussi Mhm. l'Orient avec les grands de ce monde par rapport à cette musique, et la musique khalidi aussi, que je connaissais moins, que je suis en train de découvrir de plus en plus, et c'est quelque chose vraiment qui me passionne.
passionne. En fin de compte, j'aime la musique et on dit qu'il y a deux Éclectique. types de musique. Il y a la bonne et la mauvaise, c'est tout. Oui. C'est assez éclectique et c'est très bien, ça nous convient parce que vous nous proposez plusieurs versions, hein, plusieurs versions dans plusieurs registres. Alors, nous allons terminer peut-être rapidement par le côté un petit peu personnel, comme le veut la tradition dans Diasporama, un peu connaître vos goûts culinaires, musique, hein, c'est comme ça, c'est dans l'interview. Euh, Cuisine, musique, lecture, film. Alors, pour la cuisine, quelle est votre cuisine préférée, votre plat préféré? Et est-ce que vous cuisinez? Alors, malheureusement, je cuisine pas. Heureusement, je ne sais pas, parce que je suis un très mauvais cuisinier. J'aime beaucoup manger. Par contre, vraiment, j'apprécie les choses qui sont très bien faites. Et sincèrement, j'ai mangé beaucoup de cuisine dans beaucoup de places dans le monde. J'adore la cuisine algérienne. Très bien. Donc, Et un plat de peut-être, préférence? oh, il y en a plusieurs, vraiment, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Bien sûr, Rishta, كاين المتوم كاين il y a tellement Oui. de choses كاين دوبارة كاين plein 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 de choses voilà donc je suis un amoureux de la cuisine algérienne. Alors en musique, alors Qu'est-ce que vous écoutez? À part ce alors dont on a parlé, alors qu'est-ce que vous écoutez? j'essaie d'écouter, mais mon écoute est un peu faussée parce que je n'arrive pas à me détacher complètement juste pour passer du temps, écouter de la musique. Je fais des analyses. Alors ce qui m'énerve un peu, naturellement, quand j'écoute la musique, elle est analysée. Par contre, je m'intéresse pour essayer de voir qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui comme genre musicaux, comment c'est construit, pourquoi ça fonctionne commercialement, est-ce que ça fonctionne culturellement, etc. Ouais, Mais j'aime beaucoup donc les grands chanteurs américains. Moi, je suis un passionné de Céline Dion parce que je trouve qu'elle a une voix exceptionnelle. Donc ça, ouais. mais aussi La j'adore pauvre, là, elle est pas au meilleur oui, de oui, sa oui, la forme, pauvre, hein. oui, Bon. oui, oui, Mhm. je sais. Ouais. Mais moi, je suis assez, comment dire, old school par rapport à ce que j'écoute, parce Mhm. que les choses que j'aime écouter en dehors de la musique classique. Mais je suis très ouvert à beaucoup, beaucoup d'autres musiques et beaucoup de phénomènes, parce que ça aussi, on peut Rock, parler par de exemple, est-ce phénomènes. que J'aime le le rock, j'aime rock, aussi le est-ce que c'est métal. que... J'aime beaucoup le Ouais. métal. J'écoute Mhm. du métal. Après, je ne resterai pas 2 heures à écouter ça. Je connais pas tout, mais j'essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne. Il y a une grande puissance par rapport à cette musique. Et donc, les gens qui progressent dans ces différents domaines, ils les font progresser vraiment avec Mhm. beaucoup de technicité. Et c'est la dimension qui Mhm. m'intéresse. Il y a eu de la Alors techno là, qui avait été. Il y a eu un travail comme ça par certains musiciens de rock ou pop qui ont introduit des morceaux symphoniques et ça donnait bien. Alors, il y avait certains puristes qui étaient pas trop pour que la musique symphonique se retrouve dans du rap ou du rock. Mais enfin, moi, je trouve que faire passer aux jeunes qui écoutent que du rap quelques mesures de musique symphonique, ça peut être bien pour leur faire ah oui, mais découvrir. Ils seraient c'est pas jamais moi qui allés. dirais le contraire. Moi, au contraire, Ils iraient je jamais partage ça. autrement. Ouais. Mm. Bien sûr, ça, même opéra rock, des choses comme ça, c'est quelque chose Oui. qui me passionne à écouter parce que je trouve Ouais. ça, justement, c'est en fin de compte, c'est mettre en parallèle des mondes qui peut-être on imagine qu'ils pourraient pas se rencontrer, mais cette rencontre Ouais. crée justement de l'émulation par rapport à ça. Vos lectures, En termes de alors, est-ce que vous avez lecture, le temps de lire? j'ai pas le temps. Voilà. Ouais. Et les choses que je lis, c'est plus des choses par rapport à la spiritualité, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie de m'abreuver aussi de des choses essentielles, même si j'aime parcourir les choses. Par contre, ce que j'aime, c'est écouter quelques émissions, notamment de géopolitique. Je m'intéresse beaucoup à ce Mm. qui se passe parce que j'estime on est dans un monde, dans une société, il faut essayer d'essayer de la comprendre, de comprendre les mécanismes, les relations entre des institutions, les relations entre les pays. C'est quelque chose qui m'intéresse déjà intellectuellement pour comprendre le pourquoi du comment, et aussi par rapport à l'ancrage, par rapport aux différentes identités, l'évolution des identités, les évolutions aussi culturelles. Et aussi, surtout, la prospective, comment on peut imaginer l'évolution de pays, de Futur. Mm. sociétés. L'aspect social m'intéresse énormément, et la culture et la musique, c'est aussi des leviers qui peuvent faire évoluer donc la société. C'est pas un intérêt par rapport à un projet, mais c'est un intérêt personnel et aussi pour se cultiver par rapport à ça. Ouais. En termes de sport, je fais très rarement du sport, alors quand je peux aussi, même s'il faut Oui. que j'en fasse. C'est vrai que
à l'approche de certains C'est concerts, je assez suis obligé. physique, hein, comme métier. C'est assez Oui, oui, c'est physique, hein. physique. C'est Mm, vraiment physique parce qu'il faut tenir déjà, parce qu'il y a beaucoup de pression. Donc déjà, il faut mm. pouvoir tenir. Il y a aussi le fait d'être debout très souvent. Donc même si on dirige assis, mais on n'est pas toujours à l'aise aux répétitions, il faut être debout, il faut être là. Donc il y a cette posture. Donc on est obligé, en tout cas à l'approche de certains concerts, je suis obligé de me concentrer beaucoup aussi. Une préparation physique comme un athlète, parce que le musicien, c'est aussi un sportif. De l'instrument. Un violoniste, il faut qu'il joue beaucoup, et le pianiste aussi. Ouais. Donc il y a un travail physique qui doit être fait, mais ça, donc on sait comment le faire parce qu'on a appris à le faire, etc. Et comme chef d'orchestre aussi, il y a une préparation physique et aussi une préparation psychologique. Il y a un Mental, grand, ouais. grand, grand travail mental, Mm. etc. Que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur ça et j'ai appris à le faire et j'apprends à le faire faire aussi à d'autres, etc. Parce qu'il faut être très solide mentalement s'il y a des problématiques qui sont hors musique et on se dit pourquoi, bon, il y a un problème technique donc on n'arrive Oui. pas à résoudre par rapport à une salle, comment on va faire, le concert va débuter dans 2 heures, par exemple. Une problématique donc mentalement, il faut être prêt à ces éventualités, à trouver solution A, B, C, puis après, comme on dit, à l'impossible n'est maintenu, mais c'est une bonne école aussi, mais il faut être souple par rapport à ça. Et voilà. En film, vous êtes plutôt film, série, et quel genre? Est-ce que vous Alors, avez le temps d'aller au série, cinéma ou de non. regarder les Le films à la cinéma, les films, télévision? j'aime bien les films, j'aime bien les films. Donc, j'aime bien les films historiques, ça, c'est des choses Mm. qui me passionnent quand j'ai le temps. Sinon, j'aime bien un peu les films, un peu d'action, un peu facile, etc. C'est pour oublier. Je suis un cinéphile, mais on va dire avec une culture générale large. Donc, j'ai Plutôt pas, détail, ouais, ouais. voilà, Mm. voilà, c'est ça. Alors, sinon, la dernière question, Amine Kuider, qui est la question rituelle de Diasporama et qui concerne le jour de votre départ d'Algérie, quand vous êtes parti en France pour étudier la direction d'orchestre. Vous devez Oui, vous souvenir de ce jour, bien entendu. oui, Est-ce que vous oui. vous souvenez ce que vous aviez emporté de précieux dans vos bagages, de précieux et de cher à vos yeux et à votre cœur? Mon violon. Ah bah oui, c'est Moi, ce que vous j'ai aviez pris de, ça parce que ce que vous avez pris de précieux, c'est ça? c'est vraiment le Ouais. violon. Parce que pour moi, le violon, c'est ce bout de bois, c'est en fin de compte le miroir de ce que je peux être. Et quand j'en joue, j'écoute ce que je suis sur le moment. C'est comme le hal, les 24 modes. Et c'est très, très important de garder cette relation avec un instrument de musique parce que ça m'a accompagné. Vous imaginez, je fais du violon depuis l'âge de 7 ans. Donc, depuis l'âge de Ouais, 6 ans, donc là, j'en ai ouais, 56, donc depuis 50 ans. Bah, après, il y a des ouais. périodes où je joue plus que d'autres, mais je joue toujours. Je suis toujours violoniste. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir maîtriser un instrument, de pouvoir dialoguer avec son instrument, de pouvoir se retrouver aussi, parce que des fois, il y a tellement de pression, ça va dans tous les sens, beaucoup de voyages, beaucoup de travail. Il faut changer le mindset. On est aujourd'hui en Algérie, on fait quelque chose. En France, on réfléchit différemment. On va dans les pays du Golfe, c'est différent. Dans d'autres pays du Nord, c'est encore Ouais. différent. Donc, il faut avoir cette souplesse et beaucoup de changements. Et à un certain moment, on aime bien être voilà, recentré sur soi, sur des choses essentielles qui sont notre culture. Donc, c'est pour ça que je disais la culture, c'est aussi ad-din l'islam. Moi, je pratique et ça m'aide beaucoup. Et aussi mon instrument. Le violon, ça Vous me l'avez toujours? fait Vous l'avez recentrer. toujours, Oui, ce oui, violon? je l'ai toujours. Ouais. Bien sûr, j'ai changé de violon parce que Ouais. j'étais petit, donc j'avais un plus petit. Ouais. Mais j'en ai trois, j'en ai pas non plus beaucoup. Mais c'est un instrument qui est important. Je l'ai pris avec moi, en fin de compte, et depuis, il ne me quitte plus. Et surtout, je ne le quitte plus. Merci, Amine Kuider, merci beaucoup de vous être Merci, livré à Maria, c'est nous. très gentil à vous. Merci avec plaisir. J'espère que ça, ça aura comment dirais-je, ça peut intéresser, ça peut répondre à certaines questions pour vos auditeurs, téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité à cette très belle émission qui a maintenant beaucoup, beaucoup d'écho et de prestige que j'apprécie. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté Merci de à faire vous. votre diasporama à partir de Paris. J'espère que vous aurez donné envie à des jeunes de faire de la musique et de leur donner envie d'être chef d'orchestre. Pourquoi pas? Alors, Inch'Allah. on va se quitter et je vais rappeler à nos amis visiospectateurs qu'ils peuvent retrouver ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, la chaîne YouTube, le site web et la page Facebook. Merci Amine Kuder, à très bientôt. Au Merci à vous. revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir.